0. Les titres officiels ne sont que du marketing. Le véritable verdict de l'histoire est le surnom, le nom qui persiste lorsque les statuts s'effritent. Nous ne parlons pas des grands aujourd'hui. Nous déterrons l'impuissant, le paresseux et visage d'ananas. Ce ne sont pas de simples piques, ce sont les histoires brutalement honnêtes de la façon dont le pouvoir absolu devient étrange, tourne mal et devient absolument absurde. 1. Pour commencer, nous avons Charles VI de France, dont l'héritage est à jamais scellé par le surnom de « fou ». Et quand nous disons « fou », nous ne parlons pas d'un monarque excentrique qui parle à ses plantes. Nous parlons d'un homme qui souffrait de terrifiants épisodes psychotiques, dont le plus bizarre était la croyance inébranlable que tout son corps était fait de verre. Ce n'était pas une pensée passagère, c'était sa réalité. Il interdisait à quiconque de le toucher, craignant que le moindre choc ne le fasse se briser en 1 million de fragments royaux. Il faisait même coudre des barres de fer dans ses vêtements pour fournir un soutien structurel à son fragile cadre de verre, transformant ses parures royales en une sorte de cage portable. Imaginez simplement l'anxiété pure et paralysante de la cour de France. Chaque jour était un jeu de Jenga royal à enjeu élevé, où un serviteur maladroit pouvait théoriquement casser le roi et avec lui toute la stabilité politique de la France. 2. Alors que certains dirigeants sont victimes de surnoms malheureux, d'autres, comme l'infâme dictateur ougandais Idi Amin, étaient leurs propres hommes d'autopromotion, inventant des titres si absurdes qu'ils ressemblent à de la fiction. Son titre officiel autoproclamé n'était pas juste un nom, c'était un poème épique d'ego. S'il vous plaît, permettez-moi de présenter Son Excellence, président à vie, maréchal de camp Al-Hadji, Dr Idi Amin Dada, seigneur de toutes les bêtes de la terre et des poissons des mers et conquérant de l'Empire britannique. Décortiquons cela. Il ne voulait pas seulement gouverner l'Ouganda, il ressentait le besoin de déclarer formellement sa seigneurie sur chaque écureuil et chaque thon de la planète. Et la partie conquérant de l'Empire britannique? Une fabrication complète, bien sûr, mais c'était un acte de trollage magistral contre une superpuissance entière. Ce titre capture parfaitement l'esprit d'un homme dont la mégalomanie était si profonde qu'elle créait sa propre force gravitationnelle. 3. L'histoire peut être une critique sévère, mais hélas a été particulièrement cruelle envers le roi Henri IV de Castille, qui fut marqué pour toujours par le surnom dévastateur et direct de l'impuissant. Au XVe siècle, la capacité d'un roi à produire un héritier n'était pas seulement une affaire personnelle. Elle était considérée comme une approbation divine de son droit de régner. Un roi fertile signifiait un royaume fertile et la faveur de Dieu. Ainsi, l'incapacité d'Henri à concevoir un enfant fut considérée comme une catastrophe nationale et un signe de désapprobation céleste. La situation a dégénéré en une guerre civile à part entière, alimentée par des rumeurs généralisées selon lesquelles sa seule fille, Juana, n'était pas la sienne, mais le produit d'une liaison entre la reine et un noble de la cour. Sa crise personnelle dans la chambre royale a littéralement déchiré son royaume en deux, prouvant que dans le monde des enjeux élevés de la monarchie médiévale, l'anxiété de performance pouvait avoir des conséquences géopolitiques. 4. Quand vous entendez roi viking, vous vous attendez à un nom qui ressemble à un groupe de death metal, comme Eric H. de Sang. Ce à quoi vous ne vous attendez pas, c'est Magnus III de Norvège, connu de l'histoire sous le nom de Magnus Pieds Nus. Il n'a pas gagné ce titre par un acte de sfida rustique, comme marcher sur la glace. Non, Magnus était essentiellement victime de la mode. Après une campagne militaire en Écosse et en Irlande, il devint complètement infatué du style gaélique. Il troqua son pantalon nordique pratique et robuste contre le confort aéré d'un kilt. Pour compléter le look, lui et ses hommes marchèrent souvent pieds nus. Lorsqu'ils retournèrent en Norvège, cette bande de guerriers endurcis ressemblait moins à des conquérants qu'à des personnes revenant d'une année sabbatique très étrange. Le surnom n'était pas un témoignage de sa robustesse, mais un rappel permanent de ses choix vestimentaires controversés et, pour son peuple, absolument bizarres. 5. Parfois, l'arme politique la plus puissante n'est pas une armée, mais une simple caricature dévastatrice. C'est une leçon que Louis-Philippe Ier de France a apprise à ses dépens, ridiculisé à jamais comme le roi poire.
Un brillant satiriste de l'époque, Charles Philippon, a fait remarquer que la tête du roi, avec ses bajoux charnus, ses joues gonflées et son crâne étroit, présentait une ressemblance troublante avec une poire. L'image était si parfaite, si immédiatement compréhensible, qu'elle est devenue l'équivalent du 19e siècle d'un mème viral. Bientôt, la poire fut le symbole universel d'un régime considéré comme mou, boursouflé et fondamentalement stupide. Les tentatives frénétiques du gouvernement pour censurer les dessins du fruit n'ont fait qu'amplifier la blague. Il menait littéralement une guerre contre un morceau de produit et perdait lamentablement, prouvant qu'une fois que le public décide que votre tête ressemble à une poire, votre règne est essentiellement terminé. 6. Dans le jeu de trône vicieux qu'était l'Empire byzantin, être déposé ne suffisait pas. Vos rivaux devaient s'assurer que vous ne pourriez jamais revenir. Pour l'empereur Justinien II, cela signifiait une horrible mutilation. Ils lui tranchèrent le nez, une pratique courante destinée à rendre un homme inapte à régner à nouveau. Il fut exilé et reçut le nom sinistre de rhinométos, le nez coupé. Mais ils commirent une erreur critique. Ils supposèrent qu'il accepterait son sort. Au lieu de cela, dans un acte de pure et simple défiance, Justinien commanda une prothèse nasale forgée en or massif. C'était moins un dispositif médical qu'une déclaration d'intention scintillante. Il rassembla ensuite une armée et marcha sur Constantinople, son visage doré brillant comme un symbole terrifiant de sa volonté indestructible. Cela reste le retour le plus audacieux et le plus élégant de l'histoire politique. 7. En cette ère de rois pieux et de guerre sainte, levons nos verres à Lézek Ier de Pologne, un homme qui avait vraiment le sens des priorités. Lorsque le pape lança un appel aux armes pour une nouvelle croisade afin de libérer la Terre Sainte, une cause d'une immense signification spirituelle, Lézek envoya une lettre de profond et honnête regret. Il expliqua qu'après mûre réflexion et recherche, lui et ses chevaliers devraient décliner l'invitation. La raison ? Il n'y avait pas de bière en Terre Sainte. Il l'a expliqué au pape. Ces guerriers polonais n'étaient tout simplement pas habitués à boire du vin, et on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils performent au mieux sans leur précieuse bière. C'est un moment légendaire de leadership pragmatique, un souverain qui comprenait qu'une armée assoiffée et mécontente est une armée inutile, même si la cause est sainte. 8. Peu de surnoms sont aussi visuellement spécifiques et psychologiquement cinglants que celui donné au dictateur panaméen Manuel Noriega. Cara de piña ou visage d'ananas. Son visage était lourdement marqué par l'acné, créant une texture piquée que ses opposants comparèrent immédiatement et avec joie à l'écorce d'un ananas. L'insulte était dévastatrice parce qu'elle démantelait le fondement même de son pouvoir, la peur. L'autorité d'un dictateur est bâtie sur une aura de mystique intouchable et terrifiante. Mais il est fondamentalement impossible d'avoir peur d'un homme lorsque votre cerveau crie « Ananas !» chaque fois que vous le voyez. Le surnom fut un acte simple, enfantin et brillant de guerre psychologique qui perça le ballon de son autorité, transformant un tyran craint en une plaisanterie internationale. 9. Ensuite, nous nous aventurons dans le monde des Vikings, où les surnoms étaient gagnés par des actes glorieux ou des réputations redoutables. Et puis, il y a Ivar, connu sous le nom de « Sans os ». Quel genre de Viking obtient un nom pareil ? La vérité est que personne n'en est tout à fait sûr, et le mystère est ce qui le rend si légendaire. Une théorie suggère qu'il souffrait d'une maladie comme l'ostéogenèse imparfaite, faisant de lui un génie militaire qui commandait les batailles depuis un bouclier porté par ses hommes, un stratège terrifiant et intouchable. Une autre théorie, plus badass, prétend que le nom faisait référence à sa flexibilité incroyable, presque surnaturelle, au combat, se déplaçant comme un serpent sur le champ de bataille. Cela dépeint un guerrier si fluide et imprévisible qu'il semblait n'avoir aucun os. C'est un surnom tout droit sorti d'un roman de dark fantasy, transformant une figure historique en une entité mythologique dont la nature même reste une énigme glaçante et débattue. 10. Si vous pensez que la politique moderne est un tissu d'intrigues, permettez-moi de vous présenter le grand maître du jeu, le roi Louis XI de France, qui gagna le titre parfaitement approprié d'araignée universelle. Ce n'était pas un homme qui croyait aux grandes armées ou aux charges héroïques.
Louis voyait son royaume non pas comme une carte, mais comme une toile d'araignée colossale, avec lui-même perché silencieusement en son centre. Chaque mariage politique, chaque traité secret, chaque rumeur chuchotée était un fil de soie qu'il avait personnellement tissé. Il attendait patiemment, sentant la plus légère vibration, la trahison d'un courtisan, l'ambition d'un rival, puis agissait avec une précision rapide et silencieuse. Ses ennemis le voyaient rarement arriver. Il se retrouvait simplement désespérément empêtré dans ses complots, réalisant trop tard que l'araignée les observait depuis le début. C'est une métaphore glaçante et efficace pour un roi qui jouait aux échecs pendant que tout le monde jouait avec des épées. 11. Voici Auguste II, roi de Pologne, un homme dont le surnom, le Fort, rend à peine justice à ses exploits légendaires. Nous parlons d'un souverain doté d'une force littéralement surhumaine, digne d'un dessin animé. Pour une blague en soirée, il aurait arraché un fer à cheval en fer massif en deux à main nue, juste pour voir les visages stupéfaits de ses invités. Mais son endurance légendaire n'était pas confinée à des démonstrations de force. Il appliqua la même vigueur à sa vie personnelle. Les historiens estiment qu'il engendra plus de 300 enfants illégitimes, un nombre si stupéfiant qu'il semble moins celui d'un monarque que celui d'un boom démographique monopersonnel. Auguste le Fort n'était pas seulement un titre, c'était un style de vie complet. Il construisait un royaume le jour et le peuplait à lui seul la nuit. C'est un héritage de puissance brute dans tous les sens concevables du terme. 12. Voici une histoire sur la façon dont la désespérance financière d'un roi peut être gravée de façon permanente sur son visage, ou du moins sur ses pièces de monnaie. Sur ses vieux jours, le jadis puissant Henri VIII d'Angleterre était vieux, obèse et fauché. Pour financer son style de vie somptueux et ses guerres sans fin, il eut recours à une arnaque classique, la dévaluation de la monnaie. Il ordonna à la monnaie de produire des pièces en cuivre bon marché, mais avec un mince et trompeur plaquage d'argent sur le dessus. Au fur et à mesure que ces pièces circulaient, l'argent finissait inévitablement par s'user. Le premier endroit où il s'effaçait était le point le plus élevé du relief à la surface de la pièce, qui était bien sûr le nez proéminent du roi. Bientôt, le pays fut rempli de pièces arborant un roi avec un nez rouge-brun et brillant, lui valant le surnom pathétique et moqueur de Old Copper-Nose, vieux nez de cuivre. C'était un rappel quotidien de la taille d'une poche, que la majesté du roi n'était qu'une mince apparence recouvrant un noyau bon marché et en décomposition. 13. Parfois, une campagne de diffamation politique est si mesquine et si efficace qu'elle dure 1000 ans. Cas en point. L'empereur byzantin Constantin V, qui fut affublé du surnom vraiment dégoûtant de copronyme, ce qui se traduit littéralement par nommé caca. Selon ses nombreux ennemis politiques et religieux, alors qu'il était un nourrisson lors de son propre baptême, il eut un accident malheureux et déféqua dans les saints fonds baptismaux. Que cela se soit réellement produit ou non est sans importance. Ses opposants se sont emparés de cet unique incident présumé de bébé et n'en ont jamais parlé. Pendant tout son règne, bien qu'étant un commandant militaire compétent et un administrateur compétent, il fut sans relâche ridiculisé avec ce nom dégoûtant. C'est la preuve ultime qu'en politique, la boue qui est lancée en premier, même si elle vient de la nurserie, est la boue qui colle. 14. L'histoire a un sens de l'humour méchant, et nulle part cela n'est plus évident qu'avec Pépin le Bref, roi des Francs. Pépin était un souverain extrêmement important et redoutable. Il renversa le dernier roi d'une dynastie défaillante, fonda une nouvelle et jeta les bases de l'un des empires les plus puissants de l'histoire européenne. Mais l'histoire, dans son infinie cruauté, décida que sa caractéristique la plus mémorable était sa taille. L'ironie cosmique ultime? Son fils et successeur n'était autre que Charles le Grand, ou Charlemagne, un homme célèbre pour sa très grande taille. Pépin fit tout le travail difficile, mena toutes les batailles dures, et établit une dynastie pour n'être retenu que comme le père petit de son fils très très grand. Il est l'éternel numéro d'ouverture du numéro principal, un roi puissant vivant à jamais dans la très longue ombre de son fils. 15. Hériter d'un empire vaste et puissant d'un père légendaire est une tâche difficile à suivre.
Pour Selim II, fils de Soliman le Magnifique, c'était apparemment trop de travail. Il choisit donc une voie différente et s'attira le surnom simple et direct de l'ivrogne. Alors que son père partait conquérir la moitié du monde, les plus grandes conquêtes de Selim se situaient dans la cave à vin royale. Il était si célèbre pour son amour de la boisson que des rumeurs et des légendes tourbillonnaient autour de son règne, dont la plupart se terminaient par lui dans un état d'ébriété. L'histoire la plus célèbre est celle de sa mort. Allégué, alors qu'il poursuivait un serviteur dans le bain après une forte séance de boisson, il glissa sur le sol mouillé de marbre et subit une blessure à la tête fatale. C'est une mort si tragiquement peu glorieuse, si parfaitement ignominieuse, qu'elle sert de note finale parfaite et désordonnée à la vie d'un sultan qui préférait la bouteille au champ de bataille. 16. Certains surnoms de souverains sont parfaitement descriptifs. D'autres ne sont qu'un point d'interrogation géant et tentant. Entrée en scène Wilfred, le fondateur catalan du IXe siècle, connu de l'histoire sous le nom de Wilfred le Poilu. C'est tout. Aucune explication, aucun contexte, juste poilu. Ce manque total d'informations est ce qui le rend si brillant. Était-ce un homme qui arborait simplement une barbe magnifique et flottante et une poitrine comme un tapis épais? Ou la pilosité se situait-elle dans d'autres endroits, moins affichés publiquement? Peut-être était-il le premier homme à souffrir d'un monobrow si épique qu'il fut jugé digne d'un titre historique. L'ambiguïté laisse libre cours à l'imagination. Il était une figure fondatrice pour toute une région, un conte d'une immense importance, et pourtant sa caractéristique physique déterminante, la seule chose dont tout le monde se souvenait, était sa pilosité mystérieuse et omniprésente. 17. Peu de surnoms parviennent à être à la fois un compliment et une insulte sauvage en même temps, mais le roi Jacques Ier d'Angleterre et d'Écosse reçut un chef-d'œuvre du genre, le fou le plus sage de la chrétienté. Ce n'était pas juste une insulte aléatoire, c'était un profil psychologique étonnamment précis. Jacques était un homme très éduqué, profondément intellectuel. Il pouvait débattre de théologie avec les meilleurs, écrivait des livres savants sur des sujets allant de la sorcellerie au droit divin des rois, et possédait une intelligence réelle et puissante. Cependant, lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions pratiques, de bon sens et de traiter avec de véritables êtres humains, il était un désastre absolu. Il était l'incarnation vivante de quelqu'un avec une intelligence maximale, mais zéro sagesse. Le surnom capturait brillamment ce paradoxe. Un homme qui pouvait vous donner le terme latin précis pour une gaffe politique tout en commettant une activement. 18. Voici une histoire sur la façon dont un problème dentaire mineur au Xe siècle a fini par nommer la technologie sans fil dans votre poche en ce moment même. Harald Gormson, dit Bluetooth, était un roi viking qui accomplit quelque chose de remarquable. Il unifia les tribus guerrières du Danemark et de la Norvège en un seul royaume. Le surnom Bluetooth provenait probablement d'une dent morte ou en décomposition qui présentait une apparence sombre, bleuâtre noir. C'était une caractéristique physique mémorable, quoique légèrement dégoûtante. Avance rapide de 1000 ans jusqu'en 1997, lorsque les ingénieurs d'Intel développaient une nouvelle technologie pour unir différents protocoles de communication. Ils avaient même besoin d'un nom de code temporaire. L'un des ingénieurs, passionné d'histoire, suggéra Bluetooth, en hommage à l'ancien roi qui avait uni des factions disparates. Le nom temporaire est resté, et maintenant, un roi danois avec une mauvaise dent est immortalisé chaque fois que vous connectez vos écouteurs à votre téléphone. 19. Imaginez essayer de mener une diplomatie internationale sensible avec un homme qui pourrait commencer à baver à tout moment. Telle était la réalité de traiter avec le roi Alphonse IX de Léon, un homme qui gagna le surnom incroyablement vif et peu flatteur de « le baveux ». Selon les chroniques historiques, Alphonse avait un tempérament notoirement court, et lorsqu'il entrait dans une rage, il se mettait littéralement à baver de fureur. Ce n'était pas juste un petit filet, c'était apparemment une manifestation notable et inquiétante. Le surnom dépeint un souverain dont l'état émotionnel était si volatile qu'on pouvait le voir physiquement déborder. C'est l'une des images les plus viscérales et les moins royales de toute l'histoire royale. Un rappel permanent que même un roi puissant pouvait être réduit à une masse baveuse et bégayante lorsque les choses ne tournaient pas en sa faveur.
20. Parfois, les monstres les plus terrifiants portent les noms les plus mignons. L'empereur romain Caius était connu du monde sous son surnom d'enfance, Caligula, ce qui se traduit par « petite botte ». Il reçut ce nom alors qu'il était tout petit et accompagnait son père, un général célèbre, lors de campagnes militaires. Les soldats étaient charmés par la vue du petit garçon trottinant dans un uniforme de soldat miniature avec de petites bottes militaires, ou Caligae. C'était un surnom adorable et attachant qui lui est resté toute sa vie. Cela crée l'un des contrastes les plus choquants de l'histoire. Le nom « petite botte » évoque une image d'innocence, tandis que l'homme lui-même est devenu un symbole légendaire de tyrannie, de dépravation et de folie. C'est un rappel glaçant que même la personne qui déclarerait plus tard son cheval consul a commencé comme l'enfant mignon de quelqu'un. 21. Le surnom d'une personne peut être une arme de terreur, surtout lorsqu'il est conçu pour paraître bienveillant. François Duvalier, le dictateur brutal d'Haïti, l'avait parfaitement compris. Il cultiva le personnage public de Papa Doc, un nom qui tirait parti de son passé de médecin rural pour créer une image de figure paternelle attentionnée, là pour guérir la nation. Mais c'était une marque sinistre. Papa Doc n'était pas seulement un médecin. Il était aussi un pratiquant du vaudou, qu'il utilisa habilement pour bâtir un culte de la personnalité terrifiant. Il convainquit la population qu'il possédait des pouvoirs surnaturels et que sa police secrète, les redoutables tontons macoutes, n'étaient pas que des hommes, mais des démons d'un autre monde qui pouvaient voir dans leur âme. Le nom Papa Doc était un chef-d'œuvre de manipulation psychologique, calme, rassurant et absolument terrifiant à la fois. 22. Souvent, le surnom d'un souverain provient d'une grande bataille ou d'un coup de maître politique. L'empereur romain Marcus Aurelius Antoninus l'a obtenu d'un choix de mode. Il devint obsédé par un type particulier de cape à capuche gauloise appelée la caracalla. Il la portait constamment et en fit même l'uniforme obligatoire de sa garde personnelle, la transformant en l'article de mode incontournable à Rome. Le nom s'est si fermement accroché qu'aujourd'hui, presque personne ne se souvient de son vrai nom. Nous le connaissons simplement sous le nom de caracalla. Imaginez si un dirigeant moderne était si associé à un vêtement que l'histoire oubliait son vrai nom et l'appelait simplement « président à capuche » ou « premier ministre jogging ». C'est un héritage étrange pour un homme qui était, à tous égards, un tyran impitoyable et sanguinaire. Mais c'est son sens de la mode que l'histoire a choisi de retenir. 23. De toutes les choses pour lesquelles un président américain pourrait être retenu, créer le mot le plus omniprésent de la langue anglaise est probablement le plus étrange. Martin Van Buren, le 8e président, était originaire de Kinderhook, New York. Ses partisans l'appelaient affectueusement Old Kinderhook. Pendant sa campagne de réélection de 1840, ses partisans formèrent des clubs hockey à travers tout le pays. L'abréviation hockey devint leur cri de ralliement, un moyen abrégé de dire que leur candidat, Old Kinderhook, était tout à fait correct ou barbe prêt à partir. Bien que Van Buren ait perdu l'élection, le terme « hockey » a explosé dans la culture américaine, puis dans le monde. Ainsi, chaque fois que vous dites « hockey » avec désinvolture, vous rendez hommage à un homme politique du 19e siècle largement oublié. C'est sans doute le slogan politique le plus réussi et le plus durable de tous les temps. 24. Dans les montagnes rudes de Perse, le chef de l'infâme ordre des assassins cultiva un personnage si mystérieux et puissant qu'il terrifia les empires. Son nom était Hassan-i-Sabah, mais il n'était connu du monde que sous son titre énigmatique, le Vieux de la Montagne. Ce n'était pas juste un surnom, c'était une marque savamment construite de peur et de mystique. Elle évoquait l'image non pas d'un simple homme, mais d'un être ancien, presque surnaturel, qui habitait une forteresse imprenable, commandant une armée de disciples avec une loyauté absolue et fanatique. Les croisés et les rois qui n'avaient jamais vu son visage prononçaient son titre à voix basse et craintive. Cela transforma un chef de guérilla en une figure mythologique, un marionnettiste ombragé tirant les ficelles depuis sa tanière de montagne, le rendant bien plus terrifiant que n'importe quel roi sur un trône. 25. Le surnom d'une personne dépend souvent de qui vous demandez. Et pour le roi Boleslas II de Pologne,
La réponse variait énormément. Pour ses amis, alliés et les soldats qui bénéficiaient de ses dépenses somptueuses, il était Boleslas, le généreux. Il était connu pour récompenser la loyauté avec des tas d'or et de terre. Un roi qui savait comment garder ses partisans heureux et bien nourris. Cependant, pour ses ennemis et ceux qui se trouvaient du mauvais côté de son tempérament fougueux, il était connu sous un titre très différent. Boleslas le Cruel. Cette double identité capture parfaitement la réalité du pouvoir médiéval. La générosité envers vos amis exigeait souvent de la cruauté envers vos ennemis. Ces surnoms n'étaient pas contradictoires. C'étaient deux faces de la même pièce tachée de sang. Un reflet parfait d'un souverain qui était soit votre plus grand allié, soit votre pire cauchemar, sans aucun entre-deux. 26. Certains souverains sont rappelés pour leurs grandes victoires, d'autres pour leurs grands monuments. Et puis, il y a Louis XV, le dernier roi carolingien de France, qui est rappelé pour n'avoir absolument rien fait du tout. Il gagna le surnom profondément peu impressionnant de Louis, le paresseux, ou le fainéant en français. Son règne dura un peu plus d'1 an, et durant ce temps, il réussit un bilan spectaculaire de 0 accomplissement. Il ne gagna pas de guerre, ne vota pas de loi, ne construisit pas de château. Il se chamailla principalement avec sa mère et le clergé avant de mourir dans un accident de chasse. Il était moins un roi qu'un substitut historique, une dernière braise crépitante d'une dynastie autrefois grande. Son surnom est un résumé brutal, mais franchement exact, d'un homme qui occupa le trône de France pendant 1 an et ne laissa aucune trace. 27. Si Louis XI était l'araignée universelle, alors Sigismond de Luxembourg, empereur du Saint-Empire romain germanique, était son homologue aux cheveux de feu, connu dans toute l'Europe sous le nom de « le renard roux ». Le surnom était une référence directe à sa magnifique barbe rousse, mais c'était aussi un descripteur parfait de son style politique. Sigismond était un maître de la ruse, de la diplomatie et de la tromperie pure. Il navigua dans la politique traîtresse et complexe du Saint-Empire romain germanique, non pas par la force brute, mais par une intelligence vive et un talent pour déjouer ses rivaux. Il était charmant quand il le fallait, impitoyable quand la situation l'exigeait, et toujours 10 coups d'avance. Le renard roux était un nom né à la fois du respect et de la peur, un avertissement à quiconque osait sous-estimer l'empereur rusé à la barbe rousse qui jouait au jeu des trônes avec une habileté inégalée. 28. À une époque dominée par les rois guerriers et les conquérants impitoyables, Venceslas II de Bohême se distinguait pour une raison très différente. Il était connu sous le nom de « roi poète », un titre qui ressemble davantage à un personnage de roman de fantasy qu'à un monarque européen médiéval. Et c'était vrai. Alors que ses contemporains s'occupaient d'aiguiser leurs épées, Venceslas aiguisait son esprit et sa plume. Il était un mécène des arts et un poète talentueux à part entière, en particulier dans la tradition allemande du Minnesang de la poésie courtoise. Sa cour devint un centre culturel, un sanctuaire de l'art et de la littérature dans un monde violent. Bien que ses réalisations politiques et militaires fussent respectables, c'est sa passion pour la poésie qui définit son héritage, laissant derrière lui la réputation d'un souverain qui préférait composer un vers parfait à mener une guerre sanglante. 29. Parfois, la destinée entière d'une personne peut être scellée en un seul moment banal. Ce fut le cas pour Henri Ier de Germanie, qui devint connu sous le nom d'Henri le Fauconnier. La fauconnerie est un ancien terme pour désigner la chasse aux oiseaux, généralement avec des filets ou des faucons. Selon la légende populaire, lorsque la délégation de nobles allemands arriva pour informer Henri qu'il avait été élu roi, ils le trouvèrent non pas dans une grande salle ou sur un terrain d'entraînement, mais dans les prairies, complètement absorbé par la réparation de ses filets à oiseaux. L'image était si mémorable et si charmante dans son côté rustique qu'elle lui resta tout au long de son règne et au-delà. Il s'avéra être un dirigeant brillant et efficace qui posa les fondations de l'État allemand médiéval. Mais il fut à jamais immortalisé par cet unique moment simple et terre-à-terre où le destin appela et où il était occupé par son passe-temps. 30. Les campagnes de diffamation politique sont aussi anciennes que la politique elle-même, et dans la Suède médiévale, elles pouvaient être particulièrement vicieuses.
le roi Magnus IV en fit l'amère expérience lorsque ses ennemis politiques lui offrirent le surnom de Smek, un mot suédois qui se traduit approximativement par « caresse » ou « baiser ». Ce n'était pas un compliment, c'était une propagande soigneusement élaborée destinée à miner son autorité. Le nom était une insinuation peu subtile selon laquelle Magnus était efféminé et, plus scandaleusement, qu'il avait une liaison homosexuelle avec un jeune favori à la cour. Ces rumeurs, propagées par ses rivaux, visaient à le dépeindre comme un souverain faible et contre nature en une époque farouchement masculine. Que ce soit vrai ou non, le surnom fut une arme politique puissante, une campagne de murmures qui résonne à travers l'histoire depuis des siècles. 31. Parfois, un surnom naît non pas de la malveillance, mais de la pure paresse linguistique. Tel fut le cas pour Gruffydd ap Llywelyn, un puissant dirigeant gallois du XIe siècle qui réussit à unifier tout le pays de Galles sous son commandement. Un exploit monumental. Cependant, son nom, Gruffydd, était notoirement difficile à prononcer pour ses rivaux anglophones. Alors, ils ont juste abandonné. En vieil anglais, un terme courant pour désigner un chien était « si », prononcé « qui ». Les Anglais pensèrent apparemment que Gruffydd ressemblait un peu à cela. Alors ils commencèrent à désigner ce puissant roi gallois, essentiellement, par « le chien ». C'était une simplification dédaigneuse, presque insultante, d'un puissant adversaire, un cas classique de renommage de quelque chose que l'on n'a pas envie de comprendre, transformant un héros national en un simple canin dans les annales de leur histoire. 32. Enfin, nous avons un nom si célèbre que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'il s'agit d'un titre et non d'un prénom. L'homme né sous le nom de Temujin finirait par être connu dans le monde entier sous le nom de Gengis Khan. Ce n'était pas un nom que ses parents lui avaient redonné. C'était un titre qui lui fut conféré lorsqu'il unifia les tribus mongoles, signifiant « dirigeant universel » ou « dirigeant océanique ». C'est, peut-être, le rebranding le plus ambitieux et le plus réussi de toute l'histoire. C'est une déclaration d'autorité absolue et mondiale. Il n'était pas seulement le roi d'une tribu, il était le dirigeant de tout, aussi vaste et inarrêtable que l'océan lui-même. Le changement de nom fut une déclaration de son objectif ultime, une guerre psychologique qui annonçait au monde qu'une nouvelle force terrifiante était arrivée et qu'elle visait la domination totale. 33. Nous concluons notre voyage avec un surnom qui résume les hauteurs vertigineuses de l'ambition et la puissance brute et pure d'une identité autoproclamée. Le légendaire fondateur de l'Empire mongol est né sous le nom de Temujin, un nom relativement courant pour l'époque. Mais le nom qui résonnerait dans l'éternité, suscitant la peur et l'admiration dans le cœur de millions de personnes, fut celui qu'il se donna lui-même. Gengis Khan. Ce n'était pas un nom, c'était une déclaration. Un titre signifiant « dirigeant universel » ou « dirigeant océanique », c'était une affirmation d'intention si grandiose, si audacieuse, qu'elle frôlait le blasphème. Dans un monde de rois régionaux et de seigneurs mesquins, il revendiquait la domination sur tout, aussi illimitée et indomptable que le grand océan lui-même. En se défaisant du nom de Temujin, il se débarrassa de son identité tribale mortelle et devint une force de la nature. C'est sans doute le rebranding le plus puissant et le plus réussi de l'histoire humaine. Un nom qui n'a pas seulement décrit un homme, mais a défini toute une ère de conquête modifiant le monde. Ces surnoms sont les cicatrices sur le visage de l'histoire, les vérités que le pouvoir n'a jamais pu effacer. 901. Mais notre liste s'arrête ici. Le livre de critique historique, cependant, ne s'arrête pas. Nous savons qu'il y en a d'autres qui attendent d'être exposés. Alors, quelle est l'omission impardonnable ? Le seul surnom si parfaitement brutal qu'il aurait dû figurer sur cette liste depuis le début ? Exposez-le dans les commentaires. Si vous pensez que l'histoire est mieux racontée de cette façon, cliquez sur j'aime et abonnez-vous.